Bonjour. Cette troisième partie de cours qui est destinée à bien comprendre comment régler un spectroscope et ses différents paramètres fait suite à deux premières parties dans lesquelles nous avons décrit le temps, la fréquence, les caractéristiques d'un appareil décrit sous la forme d'une fonction de transfert quand ces appareils sont considérés comme linéaires, son équivalent utile dans l'espace réciproque ou dual de Fourier, la réponse impulsionnelle. Nous avons décrit aussi le spectre comme étant donc le signal de sortie du spectroscope dans l'espace des fréquences obtenu à partir d'une mesure dans l'espace du temps. Nous avons décrit aussi les propriétés donc de la transformée de Fourier, outil utile qui nous permet de décrire comment se produit le spectre lorsqu'il a été mesuré, échantillonné, grâce à la distribution de Dirac et à la répétition périodique de cette distribution de Dirac pour décrire l'échantillonnage, qui est donc le peigne de Dirac. Nous abordons cette troisième partie par le troisième et dernier outil utile pour décrire cette formation du signal dans l'espace des fréquences à partir d'un signal enregistré dans l'espace temporel, c'est la convolution. Alors la convolution, par définition, représentée ici par une étoile, est une intégrale à nouveau de moins l'infini à plus l'infini de deux fonctions de manière générale. Donc on intègre par rapport à la variable t, donc vous voyez la deuxième fonction g de t, et la première fonction f de x moins t. Ça nous donne une fonction de x après avoir intégré sur t. X apparaît ici dans l'intégrale, et ce que vous pouvez observer, c'est que la première fonction, f, est finalement retournée, parce qu'on fait intervenir x moins t, et elle est translatée, puisqu'on rajoute x à moins t. Donc elle est retournée au sens où on considère son symétrique par rapport à l'axe vertical de la représentation graphique qu'on pourrait faire, l'axe vertical, l'axe des y. Donc cette opération qui consiste à intégrer donc le produit de deux fonctions, la fonction originale g et la fonction retournée et translatée f, a un certain nombre de propriétés que l'on peut démontrer à partir de la définition. On ne le démontrera pas ici, vous pouvez vous exercer à le faire pour vous en convaincre. D'abord, c'est que la convolution, ce qu'on appelle un produit d'ailleurs de convolution, est commutatif, associatif et distributif. Donc l'on note ainsi x étoile y égale y étoile x pour la commutativité, et tout ça étant lié évidemment aux propriétés de l'intégrale. La dernière propriété étant l'associativité des fonctions, enfin faisant intervenir l'associativité des fonctions dans l'argument de l'intégrale. Et puis bien évidemment, il faut toujours, à partir du moment où on a une définition dans l'espace, par exemple temporel, pouvoir en déduire ce qui se passe au niveau des fréquences. Donc que se passe-t-il au niveau de la transformée de Fourier du produit de convolution? Eh bien, ça se démontre aussi à partir de la définition de la transformée de Fourier appliquée à la définition intégrale donc, du produit de convolution. Donc ça demande à manipuler au niveau de la démonstration des intégrales imbriquées les unes dans les autres, mais ça ne pose pas trop de difficultés de calcul. Donc la transformée de Fourier du produit de convolution, c'est le produit des transformées de Fourier. Alors ça c'est relativement important, puisque si on a un phénomène qui va induire une convolution dans l'espace par exemple des temps, eh bien les spectres seront multipliés l'un par l'autre, correspondant aux deux signaux x et y. Alors la démonstration est ici résumée. Vous avez la définition du produit de convolution, vous en prenez la transformée de Fourier à l'aide de cette définition. Bien évidemment, vous jouez avec les intégrales, c'est-à-dire vous sortez l'argument d'intégration ici à l'extérieur, donc vous inversez finalement le dt et le du. Puis ensuite, vous réécrivez l'argument de la transformée de Fourier en faisant
petit changement de variable, hein, vous passez en fait de dt à dv. Donc vous trouvez facilement en fait que t c'est égal à u plus v dans cette intégrale. Et puis ensuite en fait vous rassemblez les intégrales en fonction des variables correspondantes. Et puis vous tombez sur le produit finalement des deux fonctions x de u, y de nu, dont on prend finalement la transformée de Fourier. Donc il vous reste une intégrale en fait sur u que vous pouvez assez facilement faire apparaître. Bon, dans cette définition en fait de le produit de deux fonctions, ici vous voyez que la fonction grand Y de nu est une fonction de nu qui n'est donc pas la variable d'intégration du, donc vous pouvez la sortir. Et donc vous retrouvez la définition de la transformée de Fourier de x de u qui devient grand X de nu. Alors donc, rappelons la propriété importante, quand vous avez un produit de convolution dans l'espace direct, vous prenez la transformée de Fourier, vous passez dans l'espace des fréquences, vous avez le produit des transformées de Fourier, et bien évidemment la réciproque qu'on pourrait démontrer, c'est que lorsque vous avez le produit de deux fonctions dans l'espace direct, et bien dans l'espace des fréquences, vous avez un produit de convolution. Alors évidemment, puisque vous avez la démonstration de cette première propriété dans le slide qui précède, si vous voulez vous entraîner, vous pouvez reprendre cette définition ici et tenter de remontrer que vous avez un produit de convolution dans l'espace des fréquences. Alors, une application sur la modulation, la fonction de transfert et la réponse impulsionnelle, c'est qu'un signal dépendant du temps va être finalement la transformée de Fourier, le signal de sortie, le signal mesuré, va être la transformée de Fourier, la réciproque du produit de la caractéristique de l'appareil, donc la fonction de transfert, fois la caractéristique spectrale du signal d'entrée, donc la transformée de Fourier du signal d'entrée. Donc c'est la transformée de Fourier réciproque du produit de deux fonctions, bien évidemment qui va se retrouver comme étant donc le produit de convolution du signal dépendant du temps par la transformée de Fourier moins 1 de la fonction de transfert, bien évidemment que vous pouvez relier à la réponse impulsionnelle. Donc là on vient de faire le tour, hein, et finalement en fait d'introduire dans le cas d'un appareil linéaire que l'on définit par une fonction de transfert, où intervient et comment intervient la réponse impulsionnelle. Eh bien elle intervient par un produit de convolution avec le signal dans l'espace temporel. À partir du moment où l'objectif était de caractériser un signal de spectroscopie, la question qui se pose, c'est quel est le spectre d'un signal x de t, donc dépendant du temps, qui est finalement le signal que l'on aura enregistré, correspondant à l'interaction rayonnement-matière, donc qui va être censé nous fournir le spectre, donc la signature spectrale de cette matière. Pendant que l'on mesure ce signal, il y a différents phénomènes qui se passent dans l'acquisition. D'abord l'acquisition suivant une durée tau pour chaque échantillon, des échantillons qui sont extraits à une période grand T, et puis un temps de mesure, grand TS, pardon, et un temps de mesure complet du signal, à partir du début où on commence l'acquisition du signal et où on termine l'acquisition du signal. Ce temps de mesure, c'est grand T. Alors donc la question c'est quelle est l'influence donc du temps de mesure grand T, du temps d'échantillonnage ou de la fréquence d'échantillonnage A sur TS et de la durée d'acquisition de la mesure. Alors comment décrire ceci? D'abord l'effet du temps de mesure. Eh bien le temps de mesure c'est multiplier une fonction de porte de durée t par le signal x de t qui lui dure avant la mesure et après la mesure a priori. Donc on multiplie le signal dépendant du temps par une fonction de porte de largeur grand T. Dans l'espace des fréquences, ça correspondra à la convolution du spectre du signal par une fonction sinus cardinale.
Alors bien évidemment, plus le temps de mesure grand T augmente, plus la largeur du pic central du sinus cardinal, comme on l'a vu, va diminuer. Donc plus cette convolution, en fait, liée à la durée de mesure, va reproduire fidèlement le spectre du signal. Plus la fenêtre de mesure sera étroite, donc plus le temps de mesure sera faible, plus le sinus cardinal sera étalé, donc plus on aura par cette convolution un effet de lissage, de mélange des fréquences par ce produit de convolution, et donc moins le spectre sera fidèlement reconstruit. Des exemples en fait numériques, on part d'une fonction de transfert qui sera par exemple une fonction rectangle, hein, qui correspond donc au temps de mesure, avec la transformée de Fourier en fait du signal, donc, qui montre un ensemble de pics correspondants. Donc on va découper finalement dans l'espace du temps, on va découper une certaine partie soit de la fréquence, dans l'espace des fréquences, soit dans l'espace temporel. Donc pour un temps de mesure donné, on a par exemple ici 0,2 millisecondes, on a une fréquence de coupure de 10 kHz par exemple, et cette fréquence de coupure correspond donc à la limitation de cette fonction porte dans l'espace des fréquences, qui va limiter le spectre récupéré ou mesuré par l'appareil. Donc dans l'espace des fréquences, on a finalement ressorti ou extrait le pic central plus les deux pics latéraux, en fait ici, dans la caractéristique spectrale du signal. Alors dans l'espace des temps, donc maintenant quand on prend en fait la transformée de Fourier réciproque de ce signal, eh bien le signal original a priori était un signal rectangle, sa transformée de Fourier était un sinus cardinal ici. Eh bien, au lieu d'avoir un signal rectangle, on aura un signal avec des oscillations à l'extérieur, donc au-delà de cette définition, et on aura une représentation de ce rectangle qui sera adoucie, avec des oscillations résiduelles. Ces oscillations résiduelles, si vous les regardez, vous essayez de mesurer la période approximative, et bien ces oscillations résiduelles correspondent à la fréquence de coupure des 10 kHz. Donc évidemment, ce résultat peut s'appliquer à tout appareil dont on peut définir une fonction de transfert, pour lequel on peut définir une fonction de transfert avec une fréquence de coupure. Augmentons la fréquence de coupure, donc allons chercher plus loin les fréquences dans l'espace des fréquences, donc là on va conserver beaucoup plus de fréquences dans le signal, et puis regardons ce qui se passe au niveau temporel de la reconstruction. Et bien voici la reconstruction temporelle, on se rapproche du signal rectangle, on garde des oscillations liées à la coupure brutale à 100 kHz, donc ici pareil, on peut tenter de représenter et de trouver la fréquence ou la pulsation ou la période de ces oscillations, elle est reliée à la fréquence de coupure de l'appareil à 100 kHz. Donc on voit ici que, bien évidemment, plus on a un appareil qui permet de mesurer une gamme de fréquences, une bande de fréquences importante, plus la reconstitution du signal est fidèle. Et on garde un effet qui s'appelle ici en traitement du signal, l'effet de Gibbs, lié donc à la réapparition de la fréquence de coupure dans le signal après qu'il ait été mesuré. Alors, on peut considérer en fait deux échantillonnages maintenant, en fait, deux raies caractéristiques dans l'espace temporel. Donc, on va considérer maintenant trois fréquences de coupure à 5 kHz dans cet exemple numérique, 10 kHz et 100 kHz. Et puis on va regarder la reconstruction, en fait, donc avec le même type de fonction de transfert, la reconstruction en fait de ces deux pics. Ces deux rectangles représentent deux pics dans l'espace des temps, donc correspondent à deux échantillons donnés. Donc en fonction de la fréquence de coupure de la fonction de transfert, donc de la limitation que va avoir la fonction de transfert dans l'espace des fréquences, eh bien on va pouvoir non pas reconstituer ces deux échantillons, parce qu'ici on n'aura qu'un seul gros pic, on ne pourra plus distinguer ici, parce que la fréquence de coupure est trop basse, les deux échantillons,
3 rapprochés. Et puis ici, on va commencer à 10 kHz en fréquence de coupure à les voir apparaître. Hein. Regardons, en fait, hein, vous avez une distance entre les deux pics qui est environ égale à 1 fois 10-4 secondes. Donc vous pouvez relier aux fréquences de coupure, évidemment. Donc on voit réapparaître les deux pics, et puis si on a une fréquence de coupure plus élevée, eh bien on voit les deux pics avec toujours cet effet de Gibbs, qui sont quand même bien reconstitués en fait dans ce cas-là. Donc là il faut y réfléchir. Passer quelques temps pour bien pouvoir faire la navette entre ce qui se passe au niveau, au niveau des fréquences, ce qui se passe au niveau de la fonction de transfert, donc qui est définie ici par un rectangle, bien distinguer ce qui se passe au niveau du temps, donc c'est-à-dire qu'on a deux pics dans l'espace temporel, deux échantillons, et puis de voir comment on les reconstruit grâce à cette fonction de transfert dont la fréquence de coupure a été changée, variée de 5 kHz à 10 kHz et à 100 kHz. Donc il faut bien distinguer ce qui se passe dans l'espace des temps, ce qui se passe dans l'espace des fréquences, et l'appareil étant décrit dans l'espace des fréquences par sa fonction de transfert. Alors maintenant, si on échantillonne, deuxième problème, on échantillonne à la fréquence 1 sur TS, c'est comme multiplier dans l'espace du temps par un peigne du Dirac avec des échantillons espacés de TS. Donc dans l'espace de Fourier, dans l'espace des fréquences, on passe à l'espace des fréquences par la transformée de Fourier, on a le spectre du signal, encore une fois, convolué avec la transformée de Fourier du peigne de Dirac. On a calculé précédemment la transformée de Fourier du peigne de Dirac, on a obtenu un coefficient 1 sur TS que l'on a discuté, et un peigne de Dirac à la fréquence 1 sur TS. On peut facilement discuter l'influence de cet échantillonnage dans l'espace du temps et dans l'espace des fréquences à partir du théorème de Shannon-Nyquist, qui est un théorème de traitement du signal, qui vous donne une limite vraiment maximale d'échantillonnage et qui vous dit que pour pouvoir échantillonner une fréquence, eh bien, ça correspond donc à une sinusoïde, il faut au moins 3 points sur cette sinusoïde. 3 points qui vont permettre en fait de garder en mémoire dans l'espace temporel l'information sur la fréquence. Et puis, maintenant, on donne une certaine largeur à la prise d'échantillon. Donc ça veut dire en fait qu'on le définit ici simplement par une fonction rectangle de durée tau. Ça veut dire en fait que le temps de mesure de chaque échantillon dure tau secondes. Et puis donc on échantillonne toujours à la période TS qui est bien évidemment plus grande, bien plus grande que ce temps d'échantillonnage. Donc ça c'est lié, le temps d'échantillonnage, à la rapidité du capteur, la fréquence d'échantillonnage ou la période d'échantillonnage liée au réglage de l'appareil, on prend un certain nombre d'échantillons, finalement pendant une durée grand T, qui est la durée de mesure. Donc dans l'espace du temps, on modélise ceci par le produit de la fonction x de t par l'échantillon, par l'échantillonnage étant décrit par un peigne de Dirac à la période Ts, convolué avec une fonction rectangle de durée tau. On passe dans l'espace de Fourier, dans l'espace des fréquences. Le produit se transforme en produit de convolution. Le produit de convolution se transforme en produit. Le produit de la transformée de Fourier du peigne de Dirac, donc dans l'espace des fréquences, par le produit, par la transformée de Fourier de la fonction rectangle ou porte dans l'espace des fréquences, qui est donc le sinus cardinal. Nous voici avec une convolution, avec le spectre de cette fonction. Alors intervient maintenant non seulement la période d'échantillonnage, mais le sinus cardinal qui va donc, pour une durée de mesure tau finie, finalement avoir un effet d'élargissement par ce produit de convolution de chaque caractéristique spectrale. Et puis maintenant, on a une durée de mesure, donc on multiplie tout ceci correspondant à l'échantillonnage avec des échantillons de durée tau par une fonction rectangle. La fonction rectangle décrivant en fait la durée de mesure, grand T.
On repasse dans l'espace de Fourier. Chacun des produits, donc ici le résultat entre crochets a déjà été décrit précédemment, donc le produit se transforme en produit de convolution, le produit de convolution en produit des spectres, et puis ici on a à nouveau un produit qui va se transformer en produit de convolution. Alors maintenant, on a considéré une fenêtre de mesure de durée grand T, donc la convolution se fait avec une fonction sinus cardinale, au coefficient t près, de pi t nu. Donc on a bien une fonction ici de l'espace des fréquences complexe, ou compliqué, faisant intervenir un produit de convolution, un premier produit de convolution et un second produit de convolution. Bien évidemment, comme d'habitude, on peut toujours discuter sur la largeur du grand T, du temps de mesure, et donc la largeur du sinus cardinal. Grand T est grand, donc ça veut dire que le sinus cardinal ici est petit. Il contribuera à un élargissement des pics, mais relativement faible, d'autant plus faible que le temps de mesure sera important. Donc plus vous prenez du temps de mesure, plus vous avez une résolution spectrale qui est bonne. À l'intérieur, vous avez un produit de convolution, là aussi, mais avec une fonction sinus cardinale relativement élargie, relativement large. Donc son influence va être d'autant plus faible que le temps de mesure, taux de prise de chaque échantillon, va être petit. Plus taux va être petit, plus ce sinus cardinal va être relativement faible. Quand il est multiplié en fait par la fonction correspondante d'échantillonnage, tout ça convolué avec notre fonction x de nu, va nous donner en fait un élargissement évidemment des pics, donc là lié à la durée de prise d'échantillonnage et à un échantillon, tous les 1 sur ts correspondant à cette fonction peigne de Dirac. Donc on a une atténuation liée au peigne de Dirac multiplié par la fonction sinus cardinale. On aura des zéros qui vont apparaître dans le spectre de Fourier, qui pourront correspondre à certains échantillons donc qui seront atténués par ce sinus cardinal. On aura la convolution qui va élargir, donc là la convolution liée au temps de mesure qui va élargir les spectres dans l'espace des fréquences, élargir les spectres, d'autant plus que le temps de mesure sera faible. Donc une mesure précise qui coûte cher en temps va demander donc un temps important pour obtenir une résolution spectrale importante. Et puis bien évidemment, tout ça étant relié à la fréquence ou à la période d'échantillonnage qui, elle, va permettre de aussi soit mettre en évidence des pics, soit passer à côté, ou ne pas permettre de distinguer deux pics voisins dans le spectre. Alors bien évidemment, si on résume l'influence de tous ces paramètres, le temps d'acquisition va vous permettre, et là il faut y réfléchir aussi pour savoir si on a bien compris l'influence de chacun de ces paramètres, le temps d'acquisition, donc le plus petit des temps caractéristiques du réglage de l'appareil, il est imposé par le constructeur et il vous donne la plus grande fréquence que l'on peut mesurer. Donc il va vous permettre évidemment de trouver finalement la fonction de transfert que vous pouvez extraire des formules précédentes dans l'espace des fréquences. Le temps d'échantillonnage, lui, va définir la distance entre deux fréquences successives, donc va nous permettre de définir la résolution en fréquence. Donc ça, c'est lié à l'échantillonnage. Et le temps de mesure global, donc la plus grande des caractéristiques temporelles de réglage du spectroscope, donc le temps de mesure global, va agir sur les pics et donc l'éventuel élargissement en fait de ces pics dans le spectre. On peut conclure de manière générale, pour bien comprendre les choses, la plus petite caractéristique temporelle influence la plus grande fréquence. Et on pourrait trouver la réciproque de cet énoncé, c'est que la plus grande des caractéristiques temporelles influence la plus petite fréquence. Si vous avez compris ce genre de loi, vous êtes capable de régler n'importe quel appareil qui fait une acquisition temporelle et vous fournit un résultat au niveau spectral. Alors
Alors quelques exemples en fait d'application à l'aide d'un modèle. On va prendre en fait une période, non, une durée d'échantillonnage qui soit égale à 100. On se place en unité arbitraire. Donc 100 t, on aura une période d'échantillonnage égale à 1 et une durée de mesure qui soit égale à 0,1. La question est maintenant quelle est la fréquence maximale, évidemment en unité arbitraire, que l'on peut mesurer. Donc c'est relié à grand T, TS ou taux. Quelle est la fréquence minimale qui peut être mesurée? Encore une fois, est-ce que c'est relié à grand T, TS ou taux? Et quelle est la distance minimale entre deux pics, donc le pouvoir séparateur finalement de notre spectroscope? Est-ce que c'est à nouveau lié à l'une ou l'autre de ces trois grandeurs? Donc là vous pouvez faire une pause pour réfléchir et répondre à ces questions. Et puis voici quelques exemples. Alors on prend des exemples particuliers d'un signal correspondant en fait à des pics. Alors vous voyez ici quelques pics assez séparés, deux pics qui sont à peu près voisins. Et puis on calcule en fonction en fait des formules précédentes, avec une période de temps correspondant à, on pourrait dire des unités arbitraires, 3 10 puissance 14, une période d'échantillonnage égale à cette valeur divisée par 2048, et puis taux qui sera égal en fait à cette période divisée par 4096. Alors on peut considérer ici que cette quantité-là est arbitraire, ça peut être quelques secondes, etc. Là évidemment ça semble assez étrange que ce soit 10 puissance 14 secondes. Et puis on fait une représentation comme sortie des spectres, donc en relatif avec une énergie correspondant en fait du photon, donc avec les formules que l'on avait introduites au tout début du premier cours. Donc énergie en électronvolts. Et puis on change un petit peu les paramètres, la période d'échantillonnage. Donc là on augmente la période d'échantillonnage, on augmente également la durée d'acquisition. Et on voit se dégrader la mesure des pics, une atténuation des pics, et puis finalement une déformation complète des pics. Alors, au niveau spectral, ça se traduit par des filtres. On a un signal avec des fréquences en fait relativement élevées, qui vont finalement être prises en totalité ou limitées par le filtre correspondant en fait au spectroscope, ou encore plus limitées ici en fonction en fait de la période caractéristique, des oscillations, de l'échantillonnage et de la durée d'acquisition. Donc là on a été en dégradant finalement au fur et à mesure le réglage de l'appareil, on mesure plus rapidement, moins d'échantillonnage avec un capteur qui est moins rapide, et au fur et à mesure donc certains pics commencent en fait à disparaître, sont très atténués et voire ne peuvent plus être séparés ou mis en évidence. Dernière partie, puisque vous en aurez besoin sur un certain nombre en fait, d'appareils qui travaillent en fait avec la corrélation. Donc c'est un complément ici qui vous donne en fait un certain nombre de définitions mathématiques de la corrélation, alors en partant de l'autocorrélation, qui sont aussi d'ailleurs utilisées massivement en traitement du signal, puisque ça peut permettre de caractériser l'information dans un signal. Alors l'autocorrélation, c'est simplement l'intégrale du signal, donc toujours de moins l'infini à plus l'infini a priori, bon c'est sur la durée du signal évidemment, donc là où il est non nul, que l'intégrale portera, du conjugué du signal, complexe conjugué du signal, fois le signal translaté de taux. Donc là, on n'a plus, comme dans la convolution, le retournement du signal, le signe moins devant t. On prend le signal, on le multiplie par son conjugué, après l'avoir translaté, ici d'une quantité moins taux. Donc évidemment, l'autocorrélation en fait, du signal a un maximum en taux égal à 0. Et l'autocorrélation est reliée à l'énergie du signal, de manière générale. Donc vous aurez des cours, en fait, si on vous parle d'appareils qui travaillent avec l'autocorrélation, permettent en fait de mesurer l'énergie du signal par ce biais. Et puis il y a la corrélation,
entre deux signaux différents avec le même type de définition, hein, x de t, là on n'a pas nécessairement le conjugué, fois y de t, le deuxième signal, t plus taux, en fait étant l'argument de ce deuxième signal, donc on l'a translaté le moins taux, on multiplie, et puis on obtient une fonction de taux comme précédemment, après avoir intégré en fait sur la variable t, donc le temps en général du signal. Donc en gros, l'autocorrélation, la corrélation en fait mesure finalement soit le signal par rapport à lui-même, décalé de taux, soit les deux signaux décalés l'un par rapport à l'autre. Donc ici c'est le décalage qui est la variable de la corrélation et qui vous donne finalement la surface commune. Donc il y a une propriété en général que l'on donne en traitement du signal, c'est la propriété d'herméticité, et qui est simplement que l'autocorrélation en fait d'un décalage qui soit égal à moins taux correspond au conjugué de l'autocorrélation en taux. Donc ça c'est à partir de la définition intégrale que l'on a vue tout à l'heure que vous pouvez démontrer cette formule. Donc là c'est le moyen aussi à nouveau de s'exercer un peu sur ces définitions intégrales. Bon, il y a quelques exemples sur l'autocorrélation, en particulier l'exemple graphique pour bien comprendre en fait les choses. Donc vous pouvez faire par exemple de l'autocorrélation de deux signaux, qui sont par exemple des fonctions porte ou des fonctions triangle. Donc on peut le faire graphiquement, voir l'autocorrélation, comment ça se comporte pour différentes valeurs de taux, comment est-ce que l'intégrale du produit des deux fonctions décalées correspond à la surface commune, comprise entre la courbe et l'axe des abscisses, qui va vous permettre donc de calculer plus facilement, puis illustrer le décalage et l'influence du décalage, et puis ce que finalement signifie l'autocorrélation, quelle va être d'ailleurs sa largeur de l'autocorrélation. Donc vous pouvez autocorréler par exemple une fonction rectangle avec elle-même, réelle, pour simplifier les calculs, et voir comment le résultat a une largeur qui sera égale en fait à 2 fois la largeur du rectangle, et que c'est une fonction triangle. Donc la formule de Parseval en fait qui va nous permettre de voir les choses, hein, qui correspond à la densité spectrale, donc dans l'espace des fréquences, qui finalement l'autocorrélation correspond au carré spectral du signal, au module carré du signal, donc à la densité spectrale d'énergie. Et donc cette fonction d'autocorrélation peut être mesurée par certains types d'appareils et peut servir à déterminer l'énergie dans l'espace spectral. Quelques applications supplémentaires aussi, hein, qui vont vous permettre de revoir les choses, alors qui sont données en général en traitement du signal. Ça, c'est lié à la propriété en fait de la distribution de Dirac. C'est un complément sur lequel vous pouvez travailler pour réviser un peu, savoir si vous avez bien acquis les notions en fait de distribution de Dirac, etc. C'est par exemple la propriété de similitude. Quand on dilate l'axe des temps d'un coefficient A qui peut être supérieur à 1 ou inférieur à 1, quand on le dilate ou quand on le contracte, dans l'argument en fait du Dirac, cela correspond en fait typiquement à contracter dans l'argument de la fonction u et de faire apparaître un coefficient 1 sur a. Donc ce que l'on peut noter en fait assez facilement comme étant l'influence de la distribution de Dirac de AT va être égale à l'influence de la distribution de Dirac divisé par A, divisé par le module. Et de la même manière, en fait, dans l'espace des fréquences, ici écrit en pulsation, delta de oméga par exemple va être égal à delta de nu, quand on passe en fait des pulsations aux fréquences divisé par 2π. Toujours pour réviser, quelle va être l'influence du produit. Alors le produit, dans la notation bracket que l'on a introduite, hein, vous donne la distribution de Dirac, produit de la fonction, bien évidemment, puisque c'est dans l'argument d'une intégrale que l'on peut donc mettre dans le second terme, ce qui correspond à l'application de la distribution de Dirac sur le produit des fonctions, donc extraire les valeurs en zéro du produit des deux fonctions. Alors, on peut
le noter en fait de la manière suivante, hein, par une notation en fait qui peut sembler étrange, qui n'est pas très rigoureuse au niveau mathématique. C'est que lorsqu'on multiplie, on n'a pas le droit, hein, puisque normalement la distribution de Dirac n'agit que sous le signe intégral, donc en toute rigueur on a oublié le signe intégral ici. La distribution de Dirac en produit de la fonction y de t, ben c'est la valeur de la fonction y en 0 fois la distribution de Dirac. On garde l'influence de la distribution de Dirac à l'intérieur dans la définition. Donc on peut l'écrire comme ça peut permettre éventuellement de simplifier les démonstrations que l'on peut être amené à faire pour bien comprendre en particulier l'influence des produits de convolution, de la corrélation sur la transformée de Fourier. Une propriété que vous pourrez aussi éventuellement dériver, qui demandera en fait l'outil intégration par partie pour être appliqué. Formellement, on peut dériver la distribution de Dirac, considérer la dérivée énième, et l'appliquer à une fonction signal S de t. Ça correspondra à appliquer la distribution de Dirac à la dérivée énième de la fonction. La dérivée du signal, hein, ça peut être utile de l'appliquer à partir du moment où vous utilisez la transformée de Fourier et éventuellement donc l'échantillonnage, ou dans les cours d'électromagnétisme, quand vous avez des opérateurs différentiels, rotationnels, divergence, qui font intervenir des dérivées partielles, et des conditions de passage d'un matériau à un autre. Donc ça fait intervenir des conditions de passage qui se décrivent parfois par la distribution de Dirac, et qui font intervenir en fait des sauts. C'est ce que l'on introduit quand on applique la théorie des distributions au formalisme des équations de Maxwell. Donc ça, c'est toujours pareil, hein, c'est pour que vous puissiez faire un lien avec d'autres cours, pour que vous ayez véritablement l'information globale de l'utilité de la distribution de Dirac étendue au-delà du domaine de la spectroscopie. Alors évidemment, c'est la distribution de Dirac qui va intervenir comme étant, faisant intervenir un saut, hein, quand vous avez en fait la dérivée d'une fonction appliquée à une fonction phi. Ça c'est utile aussi dans le formalisme en fait élément fini pour modéliser des équations aux dérivées partielles et trouver les solutions. On applique à des fonctions de test avec des opérateurs de différenciation. Et bien les conditions naturelles de passage d'un matériau à un autre font intervenir le saut fois en général la distribution de Dirac au niveau de l'interface entre deux matériaux différents. Et puis ça fait intervenir aussi la dérivée de la fonction test. Puis quelques propriétés donc, que l'on rappelle sur la fonction en fait, de transfert. D'abord la modulation, quand vous avez en fait un effet de modulation en fréquence, à une fréquence donnée, donc vous avez une oscillation que vous multipliez par le signal dépendant du temps. Ça peut arriver comme étant un artefact par exemple, cette modulation là, et bien ça fait apparaître une translation dans l'espace des fréquences, on l'avait déjà vu. Une propriété de la transformée de Fourier qui dérive de ce qu'on a vu juste précédemment, c'est la dérivation. Lorsque l'on dérive en fait la fonction, on multiplie le spectre de la fonction par j de pi nu. Ça peut se montrer assez facilement par une intégration par partie, en considérant que évidemment le support de la fonction et donc de ses dérivés, c'est-à-dire là où elle est définie non nulle, est évidemment limité dans le temps. Et donc ici en fait on aura la transformée de Fourier de la fonction globale limitée dans le temps multipliée par j de pi nu. Donc la dérivée dans l'espace du temps fait apparaître un produit de la transformée de Fourier par cette quantité j de pi nu. La dérivée énième fait apparaître la puissance énième de ce coefficient. Et puis la réciproque, hein, c'est quand on multiplie la fonction par le temps, au coefficient moins j près, que l'on peut retrouver dans la transformée de Fourier d'ailleurs, et bien cela correspond à dériver le signal. Donc multiplier un signal par le temps, donc par cette fonction affine, vous donne la dérivée du signal. Donc ça peut être utile. Puis pareil pour la dérivée énième, hein, on multiplie par la puissance n ce signal et on obtient la dérivée énième dans l'espace des fréquences.
Un petit exercice éventuellement pour vous entraîner, c'est la propriété d'involution, hein, c'est que lorsque l'on passe de l'espace du temps à l'espace des fréquences par la transformée de Fourier, et bien quand on prend la fonction ici définie dans l'espace des fréquences, qu'on la met dans l'espace du temps, et que l'on reprend la transformée de Fourier, on retrouve la fonction initiale dans l'espace des temps, mais là ici définie dans l'espace des fréquences, à la pulsation, ou à la fréquence moins nu. Et donc, cette formule peut éventuellement être démontrée à partir de la définition de la transformée de Fourier. On aura donc deux définitions, comme d'habitude, deux définitions intégrales à manipuler. Pour faire cette démonstration, ça peut vous permettre de vous entraîner un peu. Donc, si vous avez un signal pair, par exemple, eh bien, vous pouvez en déduire la propriété sur la transformée de Fourier directement en appliquant cette propriété-là. C'est plus rapide que la démonstration directe. De la même manière, hein, si vous avez une fonction sinus cardinale, la transformée de Fourier, c'est la fonction rectangle. Cette transformée-là, cette fonction-là rectangle, puisqu'elle est a priori paire, correspond à la fonction rectangle de base, à un coefficient 1 sur alpha près, qui est la durée de la fonction rectangle dans l'espace des fréquences, relié évidemment au alpha, coefficient de t dans la définition du sinus cardinal. Cette propriété d'involution vous permet de passer du sinus cardinal à la fonction rectangle, alors que vous saviez passer, dès le début du cours sur la transformée de Fourier, de la fonction rectangle à la fonction sinus cardinal dans l'espace des fréquences. Donc quelques propriétés de symétrie. Si la fonction x de moins t, donc retournée, comme on l'a fait dans l'espace des fréquences, ici non translaté, va vous donner le spectre retourné aussi dans l'espace des fréquences. Le conjugué va vous donner le conjugué, mais là, retourné. Et le conjugué retourné va vous donner le conjugué dans l'espace des fréquences, la transformée de Fourier. Cette propriété qu'on appelle la propriété de symétrie, là aussi, vous permettra de vous entraîner au niveau du calcul, la définition des intégrales, etc., pour bien dominer les propriétés de la transformée de Fourier. L'idée étant de ne pas faire trop de bêtises lorsque on a besoin de la manipuler pour des applications, notamment en fait en physique. Bien, nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Vous avez eu plusieurs exercices non corrigés qui vous ont été proposés. Vous avez eu beaucoup d'informations sur la transformée de Fourier. On a vu la propriété de la convolution. Et puis finalement, nous avons atteint notre objectif, c'est-à-dire être capable de décrire l'influence dans l'espace des fréquences de la période d'échantillonnage, de la durée de prise des mesures et de la durée globale de prise du signal en spectroscopie sur cette influence sur le spectre. Merci de votre attention. Au revoir.